je vous propose 2 séances sur cette notion de progrès, qui est cette séance-ci, où je vais essayer de faire un point historique, de montrer comment cette notion a surgi. Et c'est une histoire très compliquée, parce que c'est évidemment une notion complexe, qui, ça a l'air que ça va dans tous les sens. Donc je vais essayer d'éclairer un peu l'histoire de ce mot. Et ce qu'on vous propose, c'est la prochaine fois, à partir de cette séance, que vous-même, vous réfléchissiez un peu, là vous avez jusqu'au 3 juin, vous réfléchissiez un peu à ce que vous mettriez derrière cette notion, pour qu'on en parle ensemble. Et ça sera l'occasion aussi de faire un peu le point sur tous ces débats qu'on a eus sur l'écologie, justement la technique, les sciences, etc. On en a eu un certain nombre ces dernières années. Et d'essayer ensemble d'en parler. Donc la fois prochaine, je ne ferai pas une conférence, ça sera une discussion entre nous sur ce sujet du progrès, mais aussi à partir de là, des questions, en particulier des questions écologiques. Voilà. Alors, la façon dont j'ai travaillé, c'est que j'ai commencé à écrire un plan pour cette séance, et je me suis rendu compte à la fin que j'avais 6 ou 7 heures d'intervention qui allaient avec. Donc j'essaye de faire des coupures et en même temps que ça soit cohérent. Le sens le plus usuel du terme progrès, c'est un changement vers le mieux. Ça, tout le monde connaît, avec ces 2 idées, le fait qu'il y a un mouvement, il y a un changement, et que c'est quelque chose qui améliore la situation. Voilà, ça c'est l'idée que vous trouvez dans n'importe quel dictionnaire et qui est le sens dominant, aujourd'hui encore, du terme progrès. C'est une notion qui nous semble particulièrement familière et simple, mais qui en fait a mis du temps pour émerger et qui pendant très longtemps n'a pas eu de concept qui soit comme ça, comme le concept de progrès, qui lui permette d'en parler simplement. Le mot progrès peut nous aider à situer un peu dans le temps. En fait, la notion de progrès au sens où je viens d'en parler, elle naît vers la fin du XVIe siècle. Elle s'installe, elle devient un concept, et un concept de plus en plus important au XVIIe et au XVIIIe siècle, avec la philosophie des Lumières, et ça va devenir un concept majeur du XIXe siècle. Au XIXe siècle, on pense tout à partir de l'histoire, et très souvent avec la notion de progrès qui est derrière. Je vous dis tout ça à partir du dictionnaire d'Alain Rey, vous savez, le dictionnaire historique de la langue française. Alors, ce que je vous propose d'abord, c'est de vous rappeler, avant le progrès, comment on pensait le monde, en essayant de dire les choses le plus simplement possible. En fait, il faut imaginer ce monde du Moyen-Âge, par exemple. La façon dont vivaient les gens, c'était pas du tout comme nous, une façon où on a des magnétoscopes, puis après des magnétophones, puis après, etc. Et ça change tous les 5 ans. En fait, la plupart des gens ont une vie qui semble tout le temps répéter les mêmes gestes, les mêmes séquences,
Et, par exemple, les moissons se font chaque année au même moment. La fête de Saint-Jean, qui est une des grandes fêtes de l'époque, se fait tout le temps au même moment. Mais elle ne se fait pas seulement au même moment. Il y a des chants, des mythes qui racontent qu'il se passe la même chose. Et alors, il y a tout un travail qui a été fait sur ces chants, ces choses qu'on racontait au cours de ces fêtes. Vous savez, il y avait un certain nombre de ces fêtes, en particulier vers la fin d'année, où on changeait de rôle. Le roi se déguisait en bouffon, le bouffon se déguisait en roi, le pauvre s'habillait en riche, la fille s'habillait en homme, etc. Et on a essayé de comprendre, il y a eu tout un débat, savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Et en fait, une des explications qui a germé, à partir évidemment de ce que disaient les gens, des rites qu'on pouvait observer, c'est que c'était pensé comme la destruction de tout ce qui s'était passé dans l'année pour pouvoir reprendre une année nouvelle. Vous voyez, c'était comme une moulinette qui permettait de défaire toutes les séquences qui avaient eu lieu pendant l'année et qui permettent qu'on recommence l'année comme on a commencé l'année d'avant et comme on a commencé l'année d'avant, avant, etc. Et avec l'idée que ça se perpétue. Ça, c'est pas seulement en Occident, c'est partout qu'on trouve ce type de rituel et cette conception cyclique finalement de l'histoire dans laquelle ce qui est nouveau doit être neutralisé. Hein. Alors évidemment, là-dedans, il y a quelque chose de particulier, c'est que la religion dominante, c'est une religion chrétienne qui dit qu'il y a eu un début de l'histoire, hein, il y a eu une création, et puis qu'il y a une chute. Ceci dit, malgré tout, la même religion, elle introduit elle aussi des rythmes cycliques. Et ce dimanche, quand vous allez vous reposer, vous allez faire comme Dieu le Père l'a fait, qui pendant 6 jours a travaillé et le 7e s'est reposé. D'ailleurs, mes élèves avaient trouvé, dit, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas reposé 6 jours et 1 jour? Et alors du coup, comme on répète ce qu'il a fait, ça aurait été une toute autre vie. Donc, même la religion chrétienne ne tranchait pas vraiment avec cette conception cyclique, à part sur un point, c'est l'idée qui sera dominante jusqu'au XVIe siècle, que comme il y a eu le péché, comme nous sommes déchus, que l'histoire est plutôt une histoire qui va vers le bas. Non pas un progrès, mais l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'il y avait de mieux, c'était au début. Et ce qui s'est passé depuis, eh bien, c'est quelque chose qui souvent a abîmé, dévoyé. Alors, pensez par exemple l'humanisme. L'humanisme, c'était entre autres un retour à l'antique et un retour à des valeurs qu'on considérait comme antiques. Pensez au protestantisme, qui était un retour à la Bible véritable, disait Luther. Hein. Et Michel Foucault raconte, ce qui est vraiment très... il raconte que les livres qu'il lit, quand il lit les livres du Moyen-Âge, sont souvent très gros. Ils sont souvent très gros parce que les autorités d'avant, on ne les efface pas. C'est-à-dire que même quand on amène quelque chose de nouveau, on garde tout ce que nos anciens ont produit. Et du coup, ça fait que l'autorité subsiste, et le fait que ça soit une autorité lointaine,
c'était il y a longtemps, d'une certaine manière, ça lui donne encore plus de valeur, d'idées de sagesse, etc. Donc, vous voyez, on est dans une mentalité où ce qui est prédominant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre qui existe, mais ce qui est prédominant, c'est une neutralisation du temps et une conception cyclique des événements et qui est vraiment très dominante dans la vie de tous les jours des gens pendant ces périodes-là. Évidemment, les politiques s'en servent. Ils s'en servent avec un discours extrêmement explicite, disant que, voilà, moi je suis le roi, moi je suis un noble, etc. Et ça sera toujours comme ça. Hein, c'est l'idée d'un ordre éternel. Et le terme est souvent employé, ordre éternel, ordre immuable, etc. Qui est mis en tableau. Ça, c'est une historienne qui s'appelle Fanny Cossandey, elle a écrit un livre qui s'appelle Le Rang, qui montre comment, au fil des siècles, il y a un tableau du roi, de sa cour, etc., qui montre une hiérarchie pyramidale avec le roi en haut, puis après les ducs, puis après les marquis, puis après les comtes, puis après les vicomtes, puis après les barons. Et quand ils sortent ou quand il y a une cérémonie, on les présente dans leur ordre hiérarchique, c'est-à-dire devant ceux qui sont les plus importants, les femmes à gauche, parce que gauche c'est moins important que la droite, et une vision d'une hiérarchie qui est présentée comme immuable. Voilà, le monde, il est comme ça. C'est soutenu par un discours religieux qui dit que Dieu a voulu que le monde soit comme ça, et une référence à la nature. Dire que finalement la hiérarchie politique qu'on a dans ces tableaux, elle reflète des tas de choses qui sont dans la nature, où il y a aussi un roi, hein, le roi lion. Il y a un roi et puis il y a d'autres animaux. Et de même pour les planètes, il y a un soleil qui éclaire les autres planètes. Et quand Louis XIV sera appelé roi soleil, en fait, ça existait déjà. C'était déjà cette idée que la hiérarchie dans laquelle nous vivons, en fait, est un reflet de tas d'autres hiérarchies qui sont partout dans la nature. Et on ne voit pas pourquoi, si parmi les bêtes, il y a un roi, pourquoi parmi nous, il n'y aurait pas un roi. Et évidemment, c'est recoupé par des discours qui disent que le roi a, par rapport à son peuple, un rapport naturel qui est un rapport de père. Et donc, il y a Sir Robert Filmer, etc., qui écrivent des livres pour expliquer que le roi, il est comme le père dans la famille, et le père de l'époque, c'est-à-dire le pater familias, qui a tout pouvoir sur femme, enfant, etc. C'est pas le père, c'est pas encore le père paternaliste. Alors, il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus, qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle Ordre social. Elle s'appelle Arlette Johanna, c'est une historienne du Moyen-Âge, mythe et hiérarchie dans la France du XVIe siècle. Et elle raconte justement comment on renforce, on rend évidente la hiérarchie sociale en la reliant constamment à ce qui serait une sorte de loi de la nature dans lequel il y aurait partout des rois, des nobles, etc. Alors je vous lis...
Alors, ça, c'est pas sur le roi, c'est sur la noblesse. Et alors, évidemment, il y a des gens il y a des contestataires au Moyen-Âge aussi, et qui disent la noblesse, après tout, c'est des gens comme nous. Et alors, il y a un Pierre de Bellois qui écrit à ce moment-là une réponse qui s'appelle « De l'origine et institution des divers ordres de chevalerie », qui refute, on cite, « ces faiseurs de contes joyeux qui croient ruiner la prééminence de la noblesse, qu'ils aillent donc regarder les choses et les êtres de la nature. La noblesse est partout une réalité. Parmi les anges, les étoiles, les chevaux, les oiseaux, les plantes, les métaux, les pierres. Donc, elle existe chez l'homme. » Vous voyez, ça, et voilà, ça, si on suit Arlette Joannin, c'est vraiment on pourrait dire une propagande de masse. C'est quelque chose qu'on sort partout, qui est répété partout, et que spécialement les nobles, qui sont les premiers concernés, puisque c'est les privilégiés par excellence, répètent partout. Et alors, du coup, il y a des tas de hiérarchies qu'on fixe sur... alors, le loup, il est noble, mais le chien, il l'est pas. Mais certains chiens le sont quand même un peu, mais les chiens de cuisine ne le sont pas du tout, etc. Et on essaye de repenser l'ensemble de la nature, y compris les minéraux, en termes de hiérarchie qui ressemble à la hiérarchie royale, nobiliaire, etc. Et on explique que dans la nature, si on change cette hiérarchie, c'est le chaos. Il n'y a plus rien qui marche. Par contre, si on la respecte, c'est une harmonie, une agréable harmonie qui s'installe et qui est faite pour durer. Vous vous rappelez, la nature, la première image de la nature, c'est les planètes qui font le même mouvement éternellement. Et quand on se réfère à la nature, c'est cette idée d'un monde dans lequel ça sera toujours la même chose qui se reproduira. C'est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose d'éternel. On ne peut pas en sortir. On ne peut pas en sortir parce que si on essaye d'en sortir, ça met du désordre. Cette conception politique, et pas seulement politique, comme vous voyez, c'est une conception du monde général, elle est redoublée par une conception de la connaissance qui, elle aussi, insiste sur les vérités éternelles, sur ce qui est immuable dans la connaissance. Vous avez tous entendu parler de la notion d'hérésie. La notion d'hérésie, qu'est-ce qui était hérétique? Alors les manuels d'inquisiteurs, ils expliquent, ce n'est pas une erreur de type mathématique, je me trompe dans une opération, ça j'ai le droit, mais c'est contredire aux vérités de foi. Et les vérités de foi, si on gratte un peu, en fait, c'est à peu près tout ce que prêche l'Église catholique. Et si on remet en cause une vérité de foi qui est sacrée et qui est juste, eh bien, on commet un crime religieux, moral et religieux. Et donc, là aussi, la permanence de certains dogmes, etc., est une façon de neutraliser le temps. Il n'y a pas un progrès des sciences inimaginable, tout en sachant que de temps en temps, on invente des choses, etc. Ça, ils le savent très bien. Mais il n'y a pas un progrès des sciences. Il y a des grandes vérités, qui sont celles de la Bible, et qui sont celles qui sont prêchées par l'Église. Et l'Église
cache le fait que ces dogmes changent. Donc, elle essaye de montrer que c'était toujours, depuis le début de l'Église, c'était les mêmes dogmes, etc., ce qui n'est pas vrai du tout. Il y a des choses qui changent tout le temps. Ce qui amène du changement dans ces domaines sont non seulement très mal vus, mais facilement réprimés. Et ça se passera alors dans un des domaines dont on a parlé, qui est l'astronomie, surtout à partir du moment de la contre-réforme, vous savez, où il y a un resserrement. Voilà, par exemple, un dénommé Palingénius. Il écrit, un peu vers 1540, il écrit un livre, pour nous complètement farfelu, néo-platonicien, sur les étoiles, qui nous semblerait un texte poétique, éventuellement rigolo. Eh bien, sur le moment, on ne fait pas attention, et par chance, il meurt en 1543. Mais 15 ans après, on condamne son œuvre, on sort ses ossements et on les brûle en place publique. Vous montrez que c'est quand même quelque chose qui est... Ça les travaille. C'est pas juste comme ça... Et vous connaissez tous l'histoire de Giordano Bruno, qui dit des choses terribles, entre autres sur l'astronomie, mais pas seulement, et entre autres que le monde est infini. Si le monde est infini, la Terre, elle n'est plus au centre du monde, même ça n'a pas de sens de le dire, et qui refuse d'abjurer. Hein, on lui dit, mais Bruno, enfin, reconnais tes fautes. Et il est brûlé vif en place publique en 1600. On dit que beaucoup de fidèles, en voyant ce spectacle, deviennent plus purs et se mettent à comprendre mieux la doctrine catholique. Et vous comprenez que dans cette atmosphère, on cède, pas tout le monde, mais on cède assez facilement devant ce que nous, on appellerait des fanatismes religieux. C'est la 16e, 17e siècle, c'est le moment des grandes guerres de religion qui sont des massacres épouvantables, où il y a des fois plus de la moitié des villes qui sont décimées. Et là où on voit que, quand je dis qu'on cède devant, je pense à des penseurs comme Jean Bodin, qui est un des principaux penseurs politiques du XVIe siècle, qui écrit un livre pour répondre aux quelques rares personnes, c'est des médecins la plupart, qui se disent, mais les sorcières quand même, cette idée que à la vitesse de la lumière, elles sont sur leur balai et elles rejoignent. Est-ce que vraiment il faut croire tout ça, etc. Et alors il va répondre oui, oui. Et en expliquant, en fait il reprend des textes de Saint-Augustin, en expliquant, mais il y a des tas de choses dans la vie que nous ne comprenons pas. Les aimants, comment est-ce qu'ils agissent? On ne sait pas. Et pourtant, ça existe. Eh bien, les sorcières, c'est pareil. Mais vous voyez que ce type d'argument, c'est le type d'argument où je ne vais pas trop loin dans la critique. Je reste humble devant des phénomènes qui sont des phénomènes surnaturels que ma raison ne peut pas véritablement
maîtrisé. Voilà, juste quelques éléments du décor pour vous rappeler que le monde dans lequel on est avant le XVIe siècle, et en partie au XVIe siècle encore, et pour certaines choses encore longtemps, j'allais dire, c'est un monde sans issue. Mais voilà, vous voyez, là on n'est pas dans ce monde, on a trouvé une issue. Eh bien, quand on lit les textes des périodes qui suivent, ce qui est frappant, c'est que ce monde va en partie s'effondrer. D'ailleurs qu'on avait des certitudes, on avait vraiment toute une conception du monde, et tout ça va basculer. Et c'est là que la notion de progrès pourra non seulement exister, mais se développer. Ça se passe évidemment sur plusieurs plans à la fois. Il y a une brève secousse, qui est trop brève, mais qui déjà est quelque chose d'extraordinaire, qui est la Révolution anglaise des années 1640. Alors, on met derrière cette révolution le nom de Cromwell, mais c'est celui qui l'a confisqué. Mais il y a l'historien anglais qui s'appelle Christopher Hill qui a fait tout un travail sur cette révolution. Il appelait ça le monde à l'envers, où il a montré que au cours de cette révolution, on a tout remis en cause. Toutes les vérités religieuses, tout ce qui semblait être immuable, indiscutable, etc., ça a été remis en cause. C'était une révolution extraordinaire. Mais elle n'a pas duré longtemps. Elle a été confisquée, comme beaucoup de révolutions, par un de ses généraux, qui était Cromwell, et qui s'est allié à tous ces gens qui se sont mis à avoir peur. Parce que les idées d'égalité, de ce que nous on appellerait les démocraties, etc., étaient très fortes. Donc, elle n'a pas eu le temps de véritablement laisser des traces de longue durée, comme sera la Révolution française. Mais il y a une autre offensive qui se produit dans un tout autre domaine, qui est le domaine des sciences, de la représentation du monde. En 1543, il y a Copernic qui écrit un livre qui s'appelle « La révolution des orbes célestes », où il envisage une nouvelle hypothèse de ce fameux monde qui nous servait de modèle, où la Terre est au centre du monde, immobile, etc. Et lui, il lance l'hypothèse comme quoi la Terre tourne autour du Soleil, elle tourne sur elle-même, etc. C'est-à-dire le désordre absolu. Vous voyez, on se fie à la nature, et la nature, elle est complètement transformée. Et ça veut dire quoi, se fier à la nature? Si le roi Soleil, si le Soleil c'est une boule qui tourne, quel sens ça a? Copernic va être évidemment puissamment conseillé. On lui dit qu'il vaut mieux qu'il ne parle pas de ces histoires. Et en plus, il a l'idée qu'on ne le croira pas. Et donc, il écrit son livre, mais il meurt avant que son livre sorte. Le livre sort avec une préface qui dit « Non, mais il n'y croyait pas vraiment, c'était juste des hypothèses sur lesquelles il travaillait, etc. » Et donc, voilà, on arrive à colmater la brèche. Mais, un peu plus tard, il y a le plus grand savant du XVIIe siècle, qui est Galilée, qui se met lui aussi à
partir dans tous les sens en montrant, pas seulement pour l'astronomie, que la plupart des choses qu'on dit sur le mouvement, c'est tout faux. Il faut envisager de nouvelles hypothèses. Ça ne marche pas. Et il reprend à son compte la théorie de Copernic, l'héliocentrisme. C'est terrible, parce que l'Église s'était beaucoup mouillée dans cette histoire en expliquant que dans la Bible, on voit que Dieu, à un moment, arrête le mouvement du Soleil. Non, du Soleil, oui. Oui, donc le Soleil tourne autour de la Terre. Oui. Et il y a des tas de passages comme ça qu'on utilise traditionnellement pour dire que voilà, la Bible, elle a dit, et la Bible, elle ne peut pas se tromper, c'est des vérités éternelles, que finalement, non, la Terre est au centre du monde et le Soleil et tout le reste tournent autour. Mais voilà, Galilée, c'est non seulement un grand savant, mais en plus, c'est un débatteur extraordinaire qui fait qu'on lui met des gens en face et il les ridiculise constamment. Donc c'est là qu'il faudra trouver quelque chose qui l'arrête, et ce quelque chose qui l'arrête, c'est de dire mais c'est le contraire de ce que dit la Bible. Alors vous connaissez cette histoire et vous savez qu'il a dû abjurer en 1633 et dire non, c'est l'Église qui avait raison, je regrette d'avoir dit des choses fausses comme ça. Mais quand on voit les réactions des gens comme Peiresc, etc., en fait, tout de suite, la plupart des savants d'Europe ont compris qu'il avait raison. Et en fait, il a dû abjurer, mais il a gagné quelque part. C'est-à-dire que la thèse, les dogmes de l'Église, etc., ils sont complètement remis en cause. Et à la place, on parle de développement de la science. Ce n'est pas nécessairement le terme progrès, mais l'idée que la science, si on la laisse se développer, eh bien, elle va nous apprendre de plus en plus de choses. Et en fait, avec Galilée, ce n'est pas seulement la science, mais c'est aussi la technique, puisque vous savez que ses premières découvertes, il les fait en retravaillant une lunette astronomique qui lui permet de voir la Lune et tout ça énormément grossi par rapport à la vision simplement avec l'œil nu. Et donc c'était quelqu'un qui était aussi c'était un scientifique qui s'intéressait à la technique. Cette remise en cause au niveau des sciences, des vérités éternelles, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Quand on lit les textes de l'époque, on se rend compte de la secousse que ça a été. Même pour des gens qui étaient des esprits forts. Ça a été quelque chose de terrible. Et en même temps, ça nous fait sortir d'une sorte de fatalité, d'une ornière dans laquelle ça avait l'air impossible d'y échapper. Et il y a quelqu'un qui va en faire, qui est, on pourrait dire, un collègue de Galilée, c'est Descartes. Descartes, dans le discours de la méthode, qui, pareil, comme Galilée, va être un texte qui sera lu par pas seulement les savants, tous les gens cultivés d'Europe. Voilà commence le discours de la méthode en 1637. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée.
Alors le bon sens, c'est la raison. Cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses. Donc, deux choses. Une, c'est que nous avons la capacité, nous, petits humains, nous avons la capacité de trouver la vérité. Nous pouvons penser par nous-mêmes. Même s'il y a des miracles, même s'il y a des choses qui semblent dépasser notre raison, en fait, non. Notre raison nous rend capables de connaître des vérités essentielles. Et cette raison, elle est en chaque homme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il pense que n'importe qui va trouver, faire des découvertes scientifiques, mais c'est quand même cette idée qu'on peut penser par soi-même. Et c'est déjà ce que disait Galilée. Galilée, en 1615, quand il est mis en cause par ses découvertes et qu'on lui dit que c'est contraire à la Bible, voilà comment il répond. Comme on faisait à l'époque, c'est la lettre à Christine de Lorraine. Donc c'est comme si c'était la lettre à quelqu'un, mais qu'on fait lire à tout le monde. Hein, c'était comme ça qu'on faisait à l'époque. Alors. Il me semble que dans les disputes relatives aux problèmes de la nature, on devrait commencer par invoquer non pas l'autorité des Écritures, mais bien les expériences sensibles et les démonstrations nécessaires. Puisque la Sainte Écriture et la nature procèdent également du Verbe divin, il s'ensuit que les effets naturels de l'expérience sensible mise sous nos yeux, ou la démonstration nécessaire imposée à notre intelligence, ne doivent en aucune façon être révoqués en doute. En effet, que le même Dieu qui nous a dotés de sens et de raison et d'intelligence ait voulu en négliger l'usage pour nous donner par un autre moyen les enseignements que par eux, par ceux que nous pouvons obtenir, et que de cette façon nous soyons amenés à renier l'expérience et la raison, je ne pense pas qu'il faille l'admettre. Oui, l'argument, il est dans une première partie simple. Dieu, le bon Dieu, il ne nous a pas donné une raison exprès pour nous tromper. Hein, il ne nous a pas créés avec des sens, des moyens de connaître, en disant derrière sa barbe, « Ah, ils vont se tromper », etc. C'est absurde. Et donc, on peut prendre en compte, alors il ne dit pas que la Bible se trompe ou quelque chose comme ça, la Bible, c'est vrai ce qu'elle dit, hein, mais la plupart du temps, il faut l'interpréter, c'est pas compréhensible à tout le monde, etc. Or, les sciences, elles découvrent des vérités qui sont très claires et qui sont indiscutables. Et donc, eh bien, dans les cas où la science fait des découvertes de ce genre, on doit pouvoir l'écouter. Sauf à avoir une théologie folle avec un Dieu malingénie dont parlera Descartes, qui cherche à tout prix à nous tromper, ce qui n'est pas croyable. Et vous voyez que dans les deux cas, que ce soit Descartes ou que ce soit Galilée, ce sur quoi ils insistent, c'est que nous avons, nous, une capacité à comprendre le monde,
à en juger, à distinguer le vrai du faux, etc. C'est dans l'esprit de chacun d'entre nous. Oui, c'est extrêmement important. Là, c'est une véritable révolution. On est à 10 000 lieues de Baudin, qui pourtant a écrit 6 livres de la République, etc. Et avec Descartes, on ne va pas simplement dire qu'on peut de cette façon découvrir des vérités par nous-mêmes, mais qu'on peut, par la compréhension des lois de la nature, etc., agir sur la nature. En particulier, ce qui les préoccupe, parce que Descartes pense à peu près la même chose des médecins de son époque que Molière. La connaissance du corps humain, etc., devrait nous permettre d'avoir une médecine plus efficace, etc. Mais aussi, ça nous permettrait de fabriquer des choses qui nous facilitent la vie, etc. Je lis. Et voilà comment se finit le discours de la méthode. Non. Au reste, je ne veux point parler ici, mais en fait, si, en particulier des progrès, hein, le mot progrès, il y est là, des progrès que j'ai l'espérance de faire à l'avenir dans les sciences, ni m'engager envers le public d'aucune promesse que je ne sois assuré d'accomplir, mais je dirais seulement que j'ai résolu de n'employer le temps qui me reste à vivre à autre chose qu'à tâcher d'acquérir quelques connaissances de la nature qui soient telles qu'on en puisse tirer les règles pour la médecine, etc. Et il faut imaginer que ça, c'est un nouvel esprit. Vous voulez, il y a même une certaine insolence par rapport au mode de pensée traditionnel. Et on le trouve dans la correspondance de Descartes avec... alors, ce qu'il adore par-dessus tout, c'est les princesses. Donc, il y a la princesse Élisabeth, il lui écrit, elle lui écrit, etc. C'est ce qui lui coûtera la vie, parce qu'à un moment, il y a la reine Christine de Suède qui lui demande de venir lui faire des cours. Une reine, ça ne se refuse pas, donc il y va tambour battant. Et la reine, il fallait quand même qu'elle s'occupe un peu de son royaume, donc elle avait le temps de travailler avec Descartes que très tôt le matin. Et très tôt le matin en Suède, il faisait très très froid. Ce qui fait que il a très vite, il est tombé malade. Et à ce moment-là, on a vu ce qu'il pensait des médecins, parce qu'il y a des médecins qui sont venus lui faire des saignées et tout ça. Il a dit non, j'en veux pas, etc. Jusqu'à ce qu'il soit à peu près mort. Et à ce moment-là, on lui a fait les saignées. Mais vous voyez, l'amour des princesses, c'est très dangereux. Et alors la princesse Élisabeth, qui est une bonne élève de Descartes, elle lui raconte des histoires où on voit ce nouvel esprit qui s'installe. Nous avons eu une plaisante rencontre depuis 3 jours, toutefois très incommode. En nous promenant sous un bois de chêne, Madame l'électrice avec ceux de sa suite, il nous est venu en un instant comme une sorte de rougeole par tout le corps, hors au visage, sans fièvre ni autre mal qu'une démangeaison insupportable. Les superstitieux se croyaient ensorcelés.
Mais les paysans nous disaient qu'il y avait parfois une certaine rosée venimeuse sur les arbres qui descendait en poussière, qui infectait les patients, etc. Vous avez des tas de passages chez la princesse Élisabeth de ce genre, du genre, moi, on ne me la fait pas. Hein, les histoires d'ensorcellement, etc. Moi, je regarde, j'observe, etc. Et Descartes et aux anges en lui disant, mais oui, vous avez bien raison. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui se passe en profondeur. Condorcet va expliquer ce qui va se passer après, dans ce livre qui est son testament, son dernier livre, qui s'appelle, je le regarde chaque fois parce qu'il est à rallonge, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, qui est une hymne au progrès. C'est le livre du progrès. Et il explique tout par le progrès. Eh bien, Condorcet, il écrit dans son livre que, voilà, il y a eu Descartes, Galilée, qui ont ouvert une brèche, et que ça a permis, c'est ça qui a permis que nous, Condorcet, Voltaire, Rousseau, etc., ça nous a permis de faire une critique sociale, politique. C'est-à-dire que cet instrument auquel on pouvait se fier, c'est un instrument qui a été, et c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé, qui a servi à faire la critique de l'arbitraire, des injustices, etc. Pensez à l'affaire Calas. C'est quand même un travail, une vraie enquête. Hein. Il envoie des lettres partout pour savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé, etc. Il recoupe les informations, etc. Jusqu'à montrer que, en fait, c'était une injustice qui venait de l'intolérance qu'on avait envers les protestants, etc. Eh bien, ça, d'une certaine manière, c'est le même esprit que celui qu'essaye de développer Galilée. Donc, ça sera au XVIIIe siècle la philosophie des Lumières, où cet esprit critique va servir à pas seulement critiquer les vérités éternelles face à la science, mais va servir à critiquer tout. Hein, il n'y a pas de domaine qui ne soit pas touché. Et le dernier des philosophes, celui qui est encore là au moment de la Révolution française, Condorcet, eh bien, dans son livre, essaye de faire il explique d'où ça vient, comment il explique, en refaisant toute une histoire dans laquelle il essaye de montrer que l'esprit humain, c'est-à-dire les hommes, se sont petit à petit débarrassés des superstitions, de la naïveté devant les autorités, et se sont mis à penser par eux-mêmes. Et à partir du moment où ils se sont mis à penser par eux-mêmes, ils ont osé penser un type de société dans lequel les hommes ne sont pas soumis à un despote quelconque, mais s'organisent entre eux. Hein, la raison des uns et des autres forme une intelligence collective qui permet, alors va dire Condorcet, de faire une révolution, de construire une république, etc. Puisqu'il écrit ça au moment de la révolution. Et il insiste sur un terme qui est un peu le fondement de l'idée de progrès à cette époque, qui est le terme de perfectibilité. Voilà, ce qu'il dit au bout de son livre, c'est qu'on est arrivé à comprendre que la pensée humaine, les actes humains sont, dans tous les domaines, perfectibles. Il n'y a pas
justement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un ordre éternel, indiscutable, etc., il y a partout la possibilité d'y porter la critique, d'essayer de l'améliorer, etc. Et le grand philosophe allemand qui s'appelle Ernst Cassirer lui donne raison en disant si vous regardez la philosophie des Lumières, qu'est-ce qui est central dans la philosophie des Lumières? C'est l'idée de perfectibilité. Alors, cette utilisation de la notion de progrès, je ne vais pas vous la raconter jusqu'à aujourd'hui, mais elle va servir, c'est-à-dire on va se servir de cette idée de progrès, de perfectibilité, d'amélioration possible. Elle va servir dans le domaine politique, dans le domaine de la lutte des femmes, jusqu'à aujourd'hui. Au point que l'année dernière, Marion Maréchal, en parlant de ses ennemis, elle les a appelés les progressistes. C'est ceux qui sont... ceux qui ne veulent pas de nous, ce sont les progressistes. Et alors, progressistes, c'est justement au milieu du XIXe siècle le nom que se donnent ces gens qui veulent un progrès, là je ne parle pas de technique, de scientifique, etc., mais un progrès des droits, ce qu'on appellerait aujourd'hui un progrès démocratique, etc. Dans la lutte des femmes, ça y est toujours. Voilà, ça, c'est un des développements de l'idée de progrès. Mais il y en a d'autres. Et justement, pour vous montrer la complexité du terme, il faut qu'on suive aussi d'autres voies qui sont moins... que je reprends moins à mon compte. Dans le discours de la méthode, quand il explique qu'on va avoir un autre rapport à la nature et que ça nous permettra de construire une médecine, etc., il y a la fameuse phrase, je vous la lis quand même. C'est une phrase où il dit que les connaissances pratiques que nous pourrons acquérir pourront nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Voilà, ça c'est très connu. Et ça pose question. Alors pas comme qui est... on dit comme parce qu'il y a Dieu. On n'est pas maître et possesseur de la nature comme Dieu, mais Dieu va disparaître au bout d'un moment, mais maître et possesseur, ça va rester. Parce que, quand même, ça devrait nous poser question. On sort d'une conception de la nature qui est une nature qui nous donne des ordres, qui nous norme, qui nous dit comment on doit vivre, qui nous dit quelle est la société pyramidale dans laquelle on doit vivre, etc., qui est un peu un organe de Dieu pour nous dire ce qu'on doit faire. Donc, où la nature nous domine, en quelque sorte. Et, à partir de là, on aurait pu imaginer que notre rapport à la nature, ça soit un rapport de complicité, de réciprocité, d'amitié, d'amour, je ne sais pas. Et voilà que ce qui est dit, c'est un renversement complet, c'est-à-dire qu'on dit maintenant que nous dominons, comme la nature nous dominait, d'une certaine manière, nous sommes dans un rôle où nous dominons totalement la nature. Et alors, les mots qui sont employés
maître et possesseur. Maître, à l'époque, ça a évidemment des connotations esclavagistes. Ceux qu'on appelait les maîtres, c'était les maîtres d'esclaves. Bon, ou le maître et serviteur, des fois. Mais enfin, c'est guère mieux. Et possesseur, c'est le moment où la propriété se transforme et devient propriété absolue, exclusive, du point de vue économique. On en reparlera. Et donc, celui qui est propriétaire, c'est celui qui a un pouvoir absolu sur quelque chose ou quelqu'un. Alors, pour le dire simplement, ce dont on se rend compte dans ce texte et dans bien d'autres de l'époque, c'est qu'il y a des modèles sur lesquels on se met à penser le rapport à la nature, où il y a deux modèles dominants, qui est le modèle de l'esclavage et le modèle de la domination des hommes sur les femmes. Et alors, vous avez un livre, surtout pour la domination sur les femmes, un livre qui est un des livres principaux de l'histoire de l'écologie et de l'histoire des femmes, de Caroline Merchant. Ça s'appelle « La mort de la nature ». C'est elle a une culture extraordinaire qui fait qu'elle met en rapport justement les différents discours, celui sur la nature, sur les femmes, etc. C'est un livre indispensable. Alors, il se lit difficilement, mais vous pouvez prendre quelques pages de ci, de là, etc. Ça vaut la peine. C'est vraiment passionnant. Hein. Et ça a été... Par exemple, bon, c'est Françoise Daubonne qui, la première, a parlé d'écoféminisme, mais en vérité, l'écoféminisme, c'est essentiellement Caroline Marchand qui l'a initié. D'ailleurs, aux États-Unis, ces féministes qui se disent sorcières, etc., ça a des rapports évidents avec ce que raconte Caroline Marchand. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle raconte comment, maintenant que on s'est libéré de la domination de la nature, comment on le pense avec on pourrait dire l'ordre symbolique de l'époque, avec les façons de penser dominantes de l'époque. On parle d'une nature qu'il faut dévoiler et qu'il faut mater, on pourrait dire, qu'il faut dresser. Et les textes qu'elle cite sont pour les femmes, s'exprime constamment un vocabulaire de femmes violées, forcées, brutalisées et même torturées. Partout, hein, ça va, Montesquieu, et moi j'avais trouvé des exemples qui m'avaient choqué, mais en fait elle montre que c'est vraiment extrêmement courant. Hein, c'est comme ça, c'est même la façon dominante dont on pense que la science va éclairer la nature. Elle va violer la nature, elle va forcer la nature, elle va la dévoiler, et la dévoiler de force. Hein. Là, je vous renvoie, il y a beaucoup de citations, même il y a une iconographie, et ça va jusque, alors en reprenant les œuvres on pourrait dire du principal scientifique philosophe qui a initié ce genre de discours, qui est Francis Bacon. Francis Bacon, qui a été chancelier d'Angleterre, mais qui était aussi un des savants les plus importants et un de ceux qui ont forgé la conception de la science, d'où sortira
société royale anglaise, etc. Et alors, Caroline Merchant, elle montre qu'il pense l'interrogation de la nature comme la question, mais au sens de la torture, des sorcières. C'est-à-dire qu'il emploie le même vocabulaire, il a le même imaginaire, et des fois, c'est carrément, il le dit. Donc, vous voyez, ça va très loin. C'est-à-dire que cette nature, tout d'un coup, elle reçoit un investissement qui est un investissement, alors lui qui existe depuis longtemps, de domination brutale. Il faut la dresser, il faut percer tous ses secrets, mais percer tous ses secrets comme on perce les secrets des sorcières. Il faut soumettre la nature aux vexations de l'art. Vexation de l'art, c'est pas l'art artiste, c'est l'art artisan. C'est la technique. Il faut livrer la nature aux vexations de la technique. Voilà, c'est ça qui est dit. Et l'autre modèle, c'est l'esclavage. Alors là, c'est moi qui ai des... je pourrais citer beaucoup de choses, mais déjà, Caroline Merchant, elle parle à un moment, la nature devra être réduite en servitude, dit Francis Bacon, et rendue esclave, mise sous contrainte, façonnée par les arts mécaniques. Je suis venu, en vérité, dit Francis Bacon aussi, vous mener la nature, ainsi que tous ces enfants, pour la mettre à votre service et en faire votre esclave. Ouais, et ça, c'est un discours dominant. C'est un discours extrêmement... Alors, vous trouvez ça, en particulier, alors dans les œuvres de Bacon, et puis à la fin de sa vie, il écrit une sorte d'utopie, mais pour moi négative, qui s'appelle La Nouvelle Atlantide. C'est un peu son testament, d'ailleurs il ne le finit pas, il meurt avant. Et c'est publié l'année d'après de sa mort, donc en 1627. La Nouvelle Atlantide, ça reprend la trame littéraire de Thomas More, c'est-à-dire c'est des gens qui arrivent sur une île et puis on leur montre tout ce qu'il y a de merveilleux sur cette île, etc. Mais là où Thomas More, il montrait des gens qui travaillaient 6 heures par jour, des rapports égalitaires, des institutions semi-démocratiques, le rêve qu'exprime Francis Bacon, il n'est pas du tout là. Et on le trouve surtout à la fin de la Nouvelle Atlantide, quand le sage de la maison de Salomon, c'est-à-dire en fait l'autorité scientifique, explique tout ce qu'il va y avoir de merveilleux, tout ce qui existe de merveilleux, donc tout ce qui pourrait y avoir de merveilleux, grâce à la science et la technique. Alors, il y a des choses qui, pour nous, sont... ils pensent à un sous-marin, à un avion, etc. Mais après, au bout d'un moment, on se dit... ils pensent à la création de nouvelles espèces, à transformer chaque espèce en une autre, à changer les couleurs. Je vous lis... Alors, donc il y aura des animaux de laboratoire sur lesquels on pourra... Mais ça ne sera pas que sur les animaux de laboratoire qu'on fera des expériences. Nous essayons aussi sur eux tous les poisons et tous les remèdes. Nous faisons l'essai des actes chirurgicaux aussi bien que médicaux. Par art aussi, nous les rendons plus gros ou plus grands que les autres représentants de leur espèce, ou bien plus petits, ou on arrête leur croissance. Nous les rendons plus féconds, ou au contraire stériles. Nous modifions aussi bien en bien des façons leur couleur, leur forme, leur comportement. Nous trouvons les moyens de faire des croisements et des accouplements entre espèces différentes.
Nous avons créé à partir de matières putréfiées de nombreuses espèces de serpents, de vers, d'insectes, de poissons. Qu'est-ce qui s'exprime là? Vous voyez qu'il y a certaines choses qui peuvent servir. Avoir un avion, on peut dire, ça permet d'aller plus loin, etc. Mais changer la couleur, je sais pas, changer la couleur des fourmis. Hein, quel intérêt ça peut avoir? Ça n'a aucun intérêt du point de vue de la consommation. C'est ça. Vous l'avez dit. C'est-à-dire que, en fait, là, ce qui s'exprime, c'est pas un rêve de consommation, c'est un rêve de toute puissance. C'est exactement ça. C'est-à-dire une domination absolue qui me permet de tout changer, de faire de la nature comme une pâte modelée dont je peux faire absolument ce qu'elle veut, ce que je veux, et qui s'exprime comme ça, sans limite. Hein, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des fourmis à 3 pattes? Pourquoi c'est exactement une domination, un jeu dans lequel on n'a plus de limites, dans lequel tout est possible. Et on est, nous, le dominant qui joue de ça. Et alors, ça, c'est très, très parlant. Parce que, par exemple, quand il parle des sous-marins ou des avions, il ne dit pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Il ne se dit pas, je vais pouvoir aller... Non, c'est de pouvoir faire un sous-marin qui lui plaît, de pouvoir faire un avion. C'est-à-dire de pouvoir refaçonner la nature de toutes les façons possibles et imaginables. Et évidemment, ça touchera aussi, à la fin, des hommes. Hein, et les hommes aussi, on peut les... Alors, il y a des citations qui disent ça. La nature doit être réduite en servitude. Non, ça je vous l'ai lu déjà. Voilà, des 3 strates de l'ambition humaine, la plus entière et noble, et de tenter d'établir et d'étendre le pouvoir et la domination de l'espèce humaine sur l'univers. On croirait un film avec ces fous, ces savants fous qui s'imaginent qu'ils vont tout faire. Alors, sans que ça soit nécessairement le discours de Francis Bacon, comme vous savez, c'est quand même ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une utilisation de la science et de la technique qui ne prendra pas en compte les côtés humains, les valeurs, etc. Et qui va penser, c'est ça la mort de la nature, qui va penser la nature à partir de ce moment-là, non plus comme des sujets, hein, un arbre, un animal peut être un sujet, mais comme du matériau. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'a plus une vie en tant que tel, mais qui est un instrument comme du sable, etc. Ça, vous le trouvez aussi, en fait on trouve tout dans le discours de la méthode. Dans le discours de la méthode, il y a la fameuse théorie de l'animal-machine. C'est-à-dire que les animaux ne sont finalement que des mécaniques. Alors nous aussi, notre corps, c'est de la mécanique, dit Descartes, mais nous, on a une âme. Les animaux, ils n'en ont pas, donc ils ne sont que de la mécanique. Et donc, on est complètement séparé de cette nature, comme celui qui travaille est séparé de, je sais pas, du ciment ou de la pelle qu'il utilise. Ce n'est pas quelque chose qui a un rapport avec nous. Hein. La nature, c'est quelque chose qui est hors de nous. Et comme il y a
ces textes de Francis Bacon qui dit on va dominer la Terre entière, etc. Il y a des textes qui imaginent comment il n'y aura plus de nature en quelque sorte, parce qu'il n'y aura que des choses qui auront été transformées par les hommes. Là, c'est vraiment la mort de la nature. Voilà. Et c'est 8h15, j'ai encore un petit volet. Et celui-là, je pense qu'il est indispensable que je vous le donne parce que il ne suffisait pas que Francis Bacon il dise ce genre de choses pour que ça se passe. Il a fallu qu'il y ait aussi de nouvelles conceptions politiques et économiques qui permettent de développer le monde qui est sous-jacent ici. Du point de vue strictement politique, je vous le dis très vite, en fait, l'image de la nature va changer complètement. C'est-à-dire, au lieu que ce soit le modèle merveilleux qu'il faut qu'on suive, ça va devenir au contraire le modèle de la sauvagerie, de ce qui est pas civilisé. Et pensez à des œuvres comme celle de Thomas Hobbes, qui part de ce qu'il appelle l'état de nature. Et l'état de nature, c'est quoi? C'est l'homme est un loup pour l'homme, la guerre de tous contre tous, etc. La nature, ça devient quelque chose qui doit être discipliné et transformé. Et quand ça ne l'est pas, c'est l'état de nature. L'état de nature, c'est une notion qui va traverser tout le XVIIIe siècle. Rousseau va répondre à cette conception de Hobbes de l'état de nature. Elle va beaucoup parler aux gens de cette époque. L'état de nature, on le trouve dans tous les textes de l'époque, et c'est cette conception du chaos. Voilà. Après, il y a le bon sauvage et tout ça, mais je n'ai pas le temps de rentrer dedans. Donc, du point de vue politique, on va se servir de la nature, et vous voyez que la nature, on peut s'en servir comme on veut. C'est-à-dire là, on s'en sert dans le sens contraire de tout à l'heure. Et ça va se passer tout au long de l'histoire. La nature, il y a de tout dans la nature. Et du coup, on trouve toujours un exemple, quelque chose qui nous permette de dire ça c'est naturel, ça c'est ça qui nous détermine, c'est ça qui tout le temps. Et donc là, c'est exactement le contraire de ce qu'on disait tout à l'heure. Ça ne les gêne pas, c'est toujours la nature nous pousse à, nous oblige à, etc. Mais là, ce à quoi elle nous oblige, c'est à la dresser et à la civiliser. Et évidemment, vous comprenez que les femmes sont proches de la nature, les sauvages sont proches de la nature, etc. Donc, quand on dit qu'on va les dresser, etc., il ne s'agit pas seulement des arbres et des animaux, il s'agit d'hommes aussi. Hein. Voilà. Mais c'est du point de vue économique que il faut que je vous raconte quelque chose. Et je me sers pour ça d'un livre que je vous conseille vivement. Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire aussi bien du capitalisme, de l'écologie, il est passé à peu près inaperçu. C'est une dame canadienne qui s'appelle Helen Makesins Wood, et ça s'appelle tout simplement L'origine du capitalisme. Et elle fait un très beau travail d'historien pour
raconter finalement comment est né le capitalisme. Et c'est court, en plus vous pouvez lire juste la deuxième partie, mais ça me semble un des livres indispensables sur ces questions. Alors, dans le cas de l'économie, ce qui va se passer, c'est que notre modèle de tout à l'heure, qui est le modèle pyramidal qui épouse la nature, etc., il a un problème, c'est qu'il n'est pas dynamique. Et en fait, on va inventer la même chose, c'est-à-dire un ordre auquel nous devons nous soumettre comme tout à l'heure, mais dynamique. C'est-à-dire que nous nous soumettons, non pas en restant immobile et en faisant toujours la même chose, mais au contraire en innovant et en progressant. Et un des principaux de ces modèles, c'est l'ordre du marché. Alors, pour vous parler de ça, il me faut expliquer quelle est la conception traditionnelle, libérale du marché, avec Adam Smith. Alors, des choses que vous devez connaître. Le premier, c'est un passage le plus célèbre des passages de La richesse des nations. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage. Il n'y a rien à attendre de la bienveillance des autres, et donc, si on veut manger, eh bien, il faut rentrer dans ce mécanisme dans lequel chacun cherche à satisfaire son intérêt privé, et ça dans une organisation générale qui est une organisation de libre concurrence. Et ce que ça fera, c'est que chacun pourra satisfaire ses besoins et que, en plus, grâce à cette libre concurrence, ce seront des produits de plus en plus performants, etc., qui ressortiront du marché. Et je vous lis le passage sur le progrès, en quelque sorte. Voilà, là c'est la merveille du capitalisme. Chez les nations sauvages qui vivent de la chasse et de la pêche, tout individu en état de travailler est plus ou moins occupé à un travail utile et tâche de pourvoir, du mieux qu'il peut, à ses besoins et à ceux des individus de sa famille ou de sa tribu, qui sont trop jeunes, trop vieux ou trop infirmes pour aller à la chasse ou à la pêche. Ces nations sont cependant dans un état de pauvreté suffisant pour les réduire souvent à la nécessité tantôt de détruire elles-mêmes leurs enfants, leurs vieillards, leurs malades, tantôt de les abandonner aux horreurs de la faim ou à la dent des bêtes féroces. Au contraire, chez les nations civilisées et en progrès, quoiqu'il y ait un grand nombre de gens tout à fait oisifs, et beaucoup d'entre eux qui consomment un produit de travail décuple et souvent centuple de ce que consomme la plus grande partie des travailleurs. Cependant, la somme du produit du travail de la société est si grande que tout le monde y est souvent pourvu avec abondance et que l'ouvrier, même de la classe la plus basse et la plus pauvre,
s'il est sobre et laborieux, peut jouir en choses propres, aux besoins et aux aisances de la vie, d'une part, bien plus grande que celle qu'aucun sauvage pourrait jamais se procurer. Voilà, une hymne au progrès. Alors, tout ce qu'il dit, c'est faux. D'abord, cette idée que ça ne marche pas si on se fie à la bienveillance. En fait, son imaginaire, quand il parle de bienveillance, c'est la charité. Hein, c'est quelqu'un qui viendrait nous donner quelque chose, et lui, un bon bourgeois écossais de l'époque, pour lui, ça signifie la charité. Mais en fait, il y a bien alors c'est pas de la bienveillance, mais une solidarité qui existe dans les sociétés villageoises, encore de moins en moins anglaises à cette époque-là, mais les communautés villageoises, eh bien, elles, un peu partout dans le monde, elles coordonnent leurs travaux, elles permettent aussi aux plus pauvres de s'en sortir en leur permettant de glaner, d'aller chercher le bois dans la forêt, etc. C'est-à-dire que c'est des sociétés qui ne sont pas charitables, mais qui, du point de vue économique, utilisent bien la solidarité, dont il dit qu'elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien dans son système. C'est pas vrai qu'elle ne sert à rien. Dans toutes les sociétés traditionnelles, il y a une solidarité, et même une solidarité qui est très forte. C'est-à-dire qu'on n'abandonne pas quelqu'un. Vous avez ça encore, je ne sais pas, avec les Maliens qui à Aix, c'est des gens qui cotisent pour envoyer de l'argent dans leur village, etc. C'est quelque chose qui est une vraie obligation économique. Et ce n'est pas du tout que on ferait la charité à l'un ou à l'autre. Vous voyez, c'est que quand il pense solidarité, il pense charité. C'est pour ça qu'effectivement, il peut dire ce qu'il dit. La deuxième chose, est-ce que les nations sauvages, comme il dit, c'est des nations où on travaille tout le temps et on meurt de faim, etc. Alors là, il y a il faut que vous lisiez absolument le livre de Marshall Salins qui s'appelle Âge d'abondance, âge de pierre, âge d'abondance, qui fait tout le travail sur les sociétés primitives de son époque, en montrant que, en fait, c'est pas, comme on disait à l'époque, des sociétés de subsistance qui sont incapables d'arriver à survivre, à créer juste ce qu'il faut pour leur vie. C'est des gens qui seraient capables de travailler beaucoup plus, mais qui ne veulent pas. Et qui, bien loin de l'image qu'ils donnent, travaillent, je ne sais pas, 3 heures par jour. Quand ils travaillent, c'est-à-dire ils vont à la chasse, etc., éventuellement ils font la sieste au milieu ou ils font l'amour 4 fois avant d'être arrivés au bout. Et ça, c'est des descriptions qu'on a depuis que Marshall Salins a montré ça, et on a des tas de descriptions de ce genre. C'est pas du tout vrai que, d'une certaine manière, lui il dit, c'est elles les sociétés d'abondance, parce que ce qu'elles veulent produire, elles le produisent, elles correspondent, elles satisfont leurs besoins, et elles ne sont pas tout le temps dans la rareté, dans j'ai pas ce truc dont j'aurais absolument besoin, etc. Donc ça a été une révolution, ce livre de Marshall Salins, et puis ça a été suivi par bien d'autres. Donc, vous voyez, c'est de la propagande, en fait. Mais quand vous lisez des livres d'histoire économique, ils vous en parlent sans recul, souvent. D'ailleurs, en disant, ben, vous voyez, effectivement,
Alors, Hélène Makes-Sense, j'arrive à le dire, Wood, que je vous conseille encore plus vivement que tout à l'heure, elle fait son enquête sur comment ça s'est passé au début, comment a commencé le capitalisme, qui est un sujet sur lequel il y a des débats depuis très longtemps. Et elle explique non seulement ce qui s'est passé à l'origine, mais les raisons pour lesquelles nous avons tellement de mal à bifurquer par rapport à la trajectoire dramatique dans laquelle nous sommes. Elle explique que le marché, c'est pas ce qu'on croit. Bon, je me donne 5 minutes. Parmi ceux qui s'opposaient à ces pratiques, certains protestaient contre la transformation du marché, qui était jusque-là une institution concrète, plus ou moins facile à comprendre, maintenant dirigée par une sorte de main invisible. Le marché que les gens connaissaient le mieux était un lieu dans la ville ou le village où certaines personnes proposaient des biens à ceux qui les achetaient, en observant des principes régis dans une certaine mesure par les usages, une régulation établie par la communauté et par le droit d'accès aux moyens de subsistance. Maintenant, il devenait un mécanisme échappant au contrôle de la communauté. Les transactions qui s'effectuaient avant cela en pleine lumière cédaient le pas à un mystérieux marché autorégulé, à un mécanisme de prix abstrait. Et toutes les valeurs communautaires furent subordonnées à l'obligation de faire des profits. Ce qu'elle explique, le plus important dans ce qu'elle explique, c'est que on rentre dans un système de contraintes auxquelles on ne peut pas échapper. Tous. Dans les sociétés traditionnelles, on peut travailler un peu moins ou un peu plus, aller ailleurs, trouver autre chose. Là, on est dans une logique où si on ne fait pas ce qu'il y a de plus rentable, si on n'accumule pas, si on est cuit. Par exemple, les paysans, ils perdent leurs moyens de survivre. Alors ça, je vais vous l'expliquer, mais je voulais vous lire d'abord cette histoire. Voilà, s'il y a une chose à se souvenir, c'est ça. C'est-à-dire que le capitalisme, l'invention de l'ordre du marché, c'est l'invention d'un système de contraintes qui ne sont pas des contraintes extérieures, mais des contraintes internes auxquelles on ne peut pas échapper et qui nous poussent tous à produire au maximum, à être le plus rentable, à augmenter les profits de ceux qui les ont, etc. Et que ça ne peut pas être autrement. C'est fait d'une façon où on ne peut pas y échapper. Alors, je vous lis page 48. La condition initiale, particulière et nécessaire pour que le capitalisme voie le jour est la modification des rapports sociaux de propriété qui entraîne la mise en vigueur de mécanismes propres au capitalisme, soit les impératifs de la concurrence, ceux de la maximisation des profits, l'obligation de réinvestir le surplus, l'obligation, et enfin le besoin systématique, inexorable, d'améliorer la productivité du travail, puis d'accroître les forces productives. C'est obligatoire. On ne peut pas y échapper. C'est ça l'originalité, c'est ça la force du système. Alors, comment ils y sont arrivés? Je dis juste 2 éléments. Le premier, vous avez dû en entendre parler, c'est les enclosures. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait des terrains communaux où les gens pouvaient venir glaner, etc., faire toutes les choses dont on parlait tout à l'heure. Et à un moment, on clôture. Et le propriétaire terrien, grâce au juge à qui il graisse la patte, décide que c'est à lui et il n'y a plus une propriété collective dans laquelle les gens ont des droits,
il n'y a plus que lui qui a le pouvoir absolu sur son terrain. Et son terrain, il devient de plus en plus grand grâce aux enclusures, et il y a de plus en plus de gens qui n'ont rien, qui n'ont plus de terre, qui se retrouvent sans... C'est des paysans, mais qui n'ont plus de terre. Alors, deuxième élément, c'est la mise en concurrence de tous ces gens qui veulent travailler sur les terres du propriétaire terrien. Il ne leur donne plus ce qu'ils avaient avant de droit, il ne leur donne plus une période pendant laquelle ils peuvent rester sur la terre. Ils sont sans droit, sans titre en quelque sorte. Et le propriétaire terrien est constamment en train de choisir celui qui est le plus productif, celui qui est le plus rentable. Et du coup, tous, pour avoir une terre, parce que pour des paysans, s'ils n'ont plus de terre, ils ne sont plus rien, pour avoir une terre, va rentrer dans le système d'être plus rentable. Et personne ne peut y échapper. Et à la fin, comme ça se joue aussi sur les prix, etc., même ceux qui sont indépendants et qui ont une terre sont obligés de rentrer dans ce système. Et voilà. Et elle dit, là, on a une mécanique qui oblige tout le monde et qui produit toujours la même chose, une productivité de plus en plus grande, une accumulation de profits, etc. Et ça ne peut pas aller ailleurs. Parce que c'est une mécanique où on est, si vous voulez, un peu comme des rouages qui, si on ne va pas dans la bonne direction, on est écrasé par les autres rouages. Voilà. Je vais m'arrêter. Le genre de choses que raconte, passionnantes que raconte Madame Wood, ce qu'elle montre, c'est que oui, avec le capitalisme, il y a une augmentation de la productivité. Par exemple, sur les terrains agricoles, on produit plus de fruits, de légumes, etc. Mais c'est une progression aveugle, c'est-à-dire qu'elle se fait aux dépens de tous les pauvres qu'on a éliminés du territoire et qui vont après être la main-d'œuvre industrielle, etc., voire certains vont mourir. Elle se fait sans prise en compte de la nature, de ce qu'on fait à la nature. Elle se fait sans prise en compte des rapports humains minimum, qui fait qu'on n'écrase pas son voisin parce qu'on peut le faire, etc. C'est une augmentation de la production, mais qui nous envoie dans une direction dont on ne peut pas dévier. Et c'est le monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire le fait que, vous voyez, l'idée qu'elle ne le dit pas comme ça, mais c'est comme s'il y avait une spirale. À partir du moment où cette spirale, on rentre dedans, en fait, on est obligé de jouer le jeu du système. Et ce système, c'est un système qui nous interdit, d'une certaine manière, de tenir compte des autres, d'avoir une humanité, de prendre en compte la nature, d'avoir par exemple, ça détruit les communautés de villages. Toute cette démocratie de base qu'il y avait avec ces communautés de villages, eh bien, elle est complètement détruite et on retrouve des gens qui sont tout seuls face à cette machine et qui rentrent dans cette machine. La première, ce qu'elle dit, c'est une machine agricole et qui se passe qu'en Angleterre. Et puis, petit à petit, ça va produire la machinerie de la révolution industrielle. Après, chaque pays va reprendre ce système et à la fin, voilà, on a une économie mondiale dans laquelle
il y a une sorte de logique avec des impératifs qui nous touchent tous et dont on ne sait plus comment sortir. Voilà, je voulais vous montrer que le progrès, ce n'est pas univoque, ça va dans des sens très différents. Et des fois, dans la même personne, vous avez ces différents sens qui se combattent. Quelqu'un comme Condorcet, par exemple, qui est un grand révolutionnaire il a défendu les droits des protestants, les droits des juifs, les droits des femmes, les droits des esclaves, etc. Et donc, quand il est dans la Révolution, on se dit, ce mec, ça va... Et en fait, à partir d'un certain moment, c'est le contraire, c'est-à-dire il fait partie des gens qui veulent freiner, qui, par exemple, ne veulent pas que l'abolition de l'esclavage se passe trop vite, etc. Et ça, c'est son côté libéral. Voilà. Oui, bien sûr. J'ai pas de stylo. Tiens, celui-là aussi. Je vous ai mangé une grande partie de votre temps, mais vous vous rappelez que le 3 juin, on continue. Et là, c'est vous qui réfléchissez à quel progrès. Ça sera au lycée Cézanne. Je vous ai... Vous avez 5 minutes et il faut quand même... Qui? Tu as cité un certain Dauphin, non? Comment? Je peux regarder tes livres? Oui, oui. Oui. Bon, c'est pas moi qui vais faire une défense du capitalisme, mais ni l'Église catholique, ni de plein de choses, c'est pas un souci. Encore que, je pense que vous avez été assez injuste sur certains personnages, mais c'est pas grave. J'étais juste curieux intellectuellement de comprendre dans quel monde ou dans quelle société, et c'est peut-être une question qu'on pourra débattre la prochaine fois, dans quelle société, j'ai compris que bon, capitalisme, okay, je pense que beaucoup de choses ont été écrites et dites pour faire sa critique, qui est tout à fait légitime. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Voilà, vaste question. Mais j'aurais été curieux, en tout cas, peut-être dire de quel type de société vous aimeriez vivre. Voilà. Alors, vous avez raison, c'est la fois prochaine qu'on va en parler. Mais pour répondre quand même, regardez les communautés villageoises qui vivaient avant. Il y avait un certain nombre de choses. Alors, elles étaient rançonnées par le Seigneur, hein, il ne faut pas les idéaliser, mais elles avaient un fonctionnement démocratique, quand même très démocratique, où même les femmes participaient aux discussions et elles régulaient leur économie. C'est le grand débat sur est-ce que la technique, elle a... avec Jacques Ellul, est-ce que la technique, elle a une logique qui fait qu'elle va toujours plus loin, etc. Mais en fait, dans ces communautés, ils régulaient l'économie, la technique, ils essayaient d'économiser les terrains et ils le faisaient collectivement. Et ça, on ne va pas vivre la communauté villageoise du XVIIe siècle, mais ça nous donne des idées sur des choses qu'on peut faire. Moi, j'ai une question pour la semaine prochaine. Où en est-on, par exemple, dans la société française, du point de vue de la perception, de la légitimité des notions de progrès ou de l'idéologie du progrès? Je ne sais pas, je vais regarder un peu ce que disent l'enquête aujourd'hui, mais je suis très curieux. J'ai l'impression qu'il y a quand même une résistance souterraine très très forte de cette idée
si on est un peu éveillé, qu'on écoute les informations tous les jours, sans arrêt, on nous parle de progrès en médecine, par exemple, hein, ou de progrès dans l'espace. Hein, dans les moyens. En même temps, on est quand même maintenant au début du XXIe siècle. Le XXIe siècle a été une série de catastrophes quand même inimaginables. Je pense en premier lieu à la Shoah ou à Hiroshima. Donc, dans les années d'après-guerre, il y avait déjà un sacré coup sur la tête de ces idéologies de progrès. Et puis ensuite, il y a eu le tournant des années 60-70 avec l'interrogation du progrès technique et la montée des idées écologiques. Où en est-on depuis le début des années 2000 avec la montée de la catastrophe écologique et la fin de la biodiversité? Voilà. Je ne sais pas du tout où on en est dans l'opinion sur l'interrogation par rapport à ces questions et sur... à la guerre de 14. Le premier grand basculement, c'est la guerre de 14. Après, quand il y a la Deuxième Guerre mondiale, alors là, carrément, aujourd'hui, c'est l'idée de catastrophe qui est dominante. Ce n'est pas du tout l'idée de programme.